Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir sur notre back-to-back du début de semaine et dans le même temps on va suivre un petit peu ce qui se passe au niveau des trades, au niveau de la deadline parce que il peut se passer quelque chose pendant que je tourne cette vidéo donc on va garder ça de côté, garder un œil sur les tweets de Shams, de Woj, et puis s'il se passe quelque chose, va savoir si ça se trouve, un trade va arriver pendant que je fais cette vidéo, comme ça là, il y aura la réaction en live, etc. Ça peut être assez fun. D'ailleurs, on a déjà eu quelques trades là, il y a quelques heures, avec notamment Russell Westbrook, qui est parti des Lakers, qui a été envoyé à Utah dans un deal à trois équipes avec Minnesota également. Et il y a déjà des rumeurs comme quoi Westbrook pourrait être libéré par Utah, ou lui en tout cas demanderait à être libéré. Et il y aurait déjà deux équipes qui seraient intéressées pour le récupérer si ça arrive, dont les Bulls. Donc on va suivre ça et s'il se passe quelque chose pendant que je fais cette vidéo, évidemment, bah voilà, réaction en direct et ça peut être assez sympa. En attendant, on va quand même revenir sur donc ce back-to-back du début de semaine, très déséquilibré, hein, parce qu'on recevait l'avant-dernier de l'Ouest qui tank à mort, et derrière on se déplaçait chez le deuxième de l'Ouest qui, même s'ils n'étaient pas sur une grande période là, avant de jouer face à nous, euh, ils nous ont quand même bien banané. Donc euh, on va commencer donc par les Spurs lundi à domicile, dernier match d'une série de 4 matchs à la maison, United Center. On avait gagné les deux précédents, on était sur une dynamique intéressante. Tu reçois San Antonio, qui est sur 8 défaites consécutives avant ce match-là, à qui il manque beaucoup de monde, dont Sochan, le rookie qui fait des super choses. Quelques-uns de leurs meilleurs scoreurs aussi, même si au final Keldon Johnson est annoncé partant pour ce match-là. Tu te dis, toutes les conditions sont réunies pour sortir un gros match et les cartonner, mais tu sais bien qu'avec les Bulls, hein, cette saison, ça se passe rarement comme tu l'anticipes. Et puis en plus, les Spurs, même si ils tankent à mort, c'est quand même une équipe combative qui te donne pas mal de fil à retordre. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait pendant trois quarts temps. Alors au final, tu t'imposes de 24 points, ce qui est ton deuxième succès le plus large de la saison, de mémoire. Après le gros carton qu'on avait mis contre les Mavericks, une autre équipe du Texas, quand ils étaient venus à Chicago sans Luka Doncic. Euh, mais pendant trois quarts temps, ça a été très serré. Un bon match, vraiment avec deux équipes qui ont pratiqué un basket vraiment intéressant, mais voilà, c'était très serré, très combattu. Et puis après, on a fait la différence dans le quatrième quart-temps avec certaines individualités qui ont pris le pas, même si le collectif restait extrêmement intéressant. Mais voilà, d'entrée, Jacob Poeltl qui est toujours dangereux face à nous, mais pas seulement face à nous, hein, c'est un très bon joueur. Mais voilà, d'entrée, il nous bouscule, il met des points à l'intérieur, il prend des rebonds, et puis nous, on défend pas un drive. C'est ça surtout qui nous a mis un peu dedans dans le début de match. On a rien défendu, on n'a rien contesté. Les mecs, ils attaquaient le cercle, on laissait quasiment tout filer, les cuts dans notre dos, euh, les mouvements, on suivait absolument rien. Keldon Johnson, il partait en drive, et comme lui, c'est un mec, il est quand même vachement costaud, il bousculait un peu tout ce qui passait, il se frayait des chemins vers le cercle. On a mis un peu de temps à vraiment rentrer dans ce match-là, même si offensivement il y a eu des belles actions avec Vucevic qui met un 3 points et qui met des post-up près du cercle, avec Patrick Williams qui prend un gros rebond offensif, qui met un lay-up, qui claque un dunk en partant en ligne de fond aussi. Donc c'était principalement eux qui ont apporté le danger offensivement. Et puis on est monté en puissance au fil des minutes avec notamment l'entrée d'un certain André Drummond, dont on avait déjà parlé dans la dernière vidéo après son énorme match face à Charlotte, où il avait mis 15 points, 11 rebonds en 15 minutes. Et on avait parlé de son professionnalisme, de ses déclarations d'après-match en disant que voilà, bien sûr qu'il aimerait jouer plus, mais voilà, il fout pas la merde dans le vestiaire, il se tient prêt, il donne l'exemple pour les plus jeunes. Et là encore, il a sorti un match, mais absolument extraordinaire. Franchement, sur ce match-là, ça rappelait le André Drummond All-Star, double All-Star même, du côté des Pistons il y a 4-5 ans de ça. Et c'était un régal. Il a fait vraiment un gros taf. Euh, des gros rebonds sous les deux cercles, des contests, des dunks monstrueux, tous autant les uns que les autres. Alley-oop avec Dragic qui l'envoie sur pick and roll. Euh,
Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à prendre l'ascendant, avec aussi Ayo qui a multiplié les attaques du cercle comme il l'avait fait face à Charlotte lui aussi. Mais ça reste un match assez serré, on mène que de 3 points à la pause, même s'il y a des bonnes apparitions du banc, mais San Antonio aussi est très très solide à ce niveau-là. Il a vraiment fallu attendre la deuxième mi-temps pour qu'on ait un peu plus de contrôle des opérations, surtout au niveau des rebonds. On a concédé assez peu de secondes chances. Euh, on a mis plus d'énergie dans les contests, etc. Il y a eu une période dans le troisième quart-temps de 3-4 minutes où des deux côtés, c'est un peu, ça part dans tous les sens. Il y a de seul play, ça jette au sol, ça conteste. Il y a des contres énormes de Drummond et de Derrick Jones Jr. Euh, il y a eu vraiment euh, une- à ce moment-là du match, ça partait un petit peu en vrille, mais c'était vraiment voilà, rythmé et encore une fois très très agréable comme match. Et puis en fait, il a fallu attendre, bah, encore une fois, le festival des Marc de Rosanne qui a pris les choses en main dans la fin du troisième quart-temps, parce qu'on était mine de rien à égalité. Et puis de Rosanne, il a mis les 7 derniers points du troisième quart-temps, dont un and one monstrueux et des mid-range dont il a le secret. Et c'est lui en gros qui lance le run que les Bulls vont poursuivre dans le quatrième quart-temps, où on peut aussi, il faut le dire, noter que bah, les Spurs ont fait beaucoup moins d'efforts parce qu'ils se sont dit, bon voilà, on a fait nos 3 quarts-temps, on a joué un beau basket, c'était sympa, mais on est quand même venu pour perdre ce match, donc on va légèrement se calmer. Et, mais par contre, les Bulls, voilà, on en a bien profité. D'entrer dans le quatrième quart-temps, les 2 premières possessions des Spurs, 2 interceptions de Kobe White qui a été mais extraordinaire dans ce match sur le plan défensif, mais je vais y revenir après. Euh, et tout de suite, ça a amené énormément de contre-attaques. Sur sa deuxième interception, Kobe White, il part en transition, il décale Drummond qui arrive lancé comme une flèche et qui claque un énorme dunk. Et derrière, bah, cette festival de dunk avec DeRozan qui l'envoie en alley-oop, Dragic qui l'envoie en alley-oop, euh, robot offensif, gros dunk de barbare. Enfin bref, Drummond, il a fait un carnage absolument monstrueux à ce moment-là dans le match. Et on a mis un écart absolument fou à ce moment-là. On est monté à plus de 30 points d'avance, même avant que bah, on se dise, bon, allez, on va reposer un peu nos gars. Même si j'ai trouvé que DeRozan et Lavine étaient sur le parquet jusqu'à très tard dans le match, alors qu'il y avait plus 20, il restait 3 minutes. Je fais, oh, qu'est-ce que tu fais, Billy, quand même. Sors-les. Même Ayo a fini le match alors qu'il a débuté, quoi. Tu te dis, c'est quand même pas croyable, quoi. Mais mine de rien, sur la fin, on a eu droit à Tony Bradley et d'Allen Terry qui pour le coup a signé son premier dunk le premier dunk de sa carrière NBA, donc c'était plutôt fun à voir, même si avant ça il a loupé 2 lancers francs. C'est pas bien d'Allen Bosté lancer. Mais bon voilà, au final donc, comme je le disais, c'est notre deuxième plus large succès de la saison. On a vu un Drummond en mode All-Star, 21 points, 15 rebonds dont 3 ou 4 offensifs, 9 sur 9 au shoot, donc 8 dunks. Carnage absolu. Euh, grosse prestation de sa part et voilà dans la lignée de ce qu'il avait fait face à Charlotte, et donc c'était extrêmement plaisant. Tu sentais que le mec a pris énormément de plaisir sur ce match-là. Il s'est battu sur tous les rebonds, et, enfin il a fait énormément de très très bonnes choses. Mais il y en a un qui m'a vraiment vraiment régalé, c'est Kobe White. Je pense franchement c'est son meilleur match défensif en carrière. Il était partout, des contests, batailler pour passer sous les screens, être toujours près de son vis-à-vis, les mains actives, couper les lignes de passe. Il a eu ses 2 interceptions au début du quatrième quart. Et quand j'ai vu la ligne de stats à la fin du match sur le box score, je fais, mais il a que 2 interceptions. J'ai cru qu'il en avait au moins 4 ou 5. Il a dévié des ballons dans tous les sens, il a fait des contests, il s'est imposé physiquement. Euh, de l'autre côté, bon, il met 12 points, 4 passes décisives. Bon, c'est pas des stats phénoménales, mais dans son activité, dans ses déplacements, dans son énergie, mais Kobe White, régale, régale. C'était fabuleux. Et d'ailleurs, quand tu regardes le plus-minus des joueurs du banc sur ce match-là, Drummond plus 30, Kobe plus 20, Derrick Jones Jr. plus 19, Dragic plus 18, et aussi DeMar DeRozan plus 32, même s'il a fait un match relativement discret avec 19 points à 8 sur 17.
Donc c'était pas non plus un énorme match de DeRozan, mais il n'y a pas eu besoin non plus, et puis on l'a fait souffler, il n'a pas eu autant de temps de jeu que ça, même s'il a joué 34 minutes, mais bon, d'habitude il en joue plus vers les 40, donc il a quand même été un petit peu ménagé. Mais là encore, va falloir revenir un petit peu sur ça et, euh, et gueuler sur Billy Donovan, parce que le lendemain, il est absent à Memphis avec un problème derrière sa hanche. Le problème qui lui avait fait louper les 3 matchs avant Paris. Et tu te dis, sérieux, Billy, tu pouvais pas le reposer plus tôt que ça, quoi. Il a quand même joué 34 minutes, alors que le lendemain, tu vas à Memphis, qui est l'équipe la plus chiante à aborder dans un back-to-back, quand même. Parce que franchement, tu finis ce match à San Antonio, euh, t'es à une victoire d'être au bilan équilibré, ce qui n'était plus arrivé pour les Bulls depuis le 7 novembre. C'est le 7 novembre, la dernière fois qu'on était à 50-50 en termes de bilan. On était à 6 victoires, 6 défaites à ce moment-là. Depuis, on était toujours à -1, -2, -3, -4, etc. Euh, donc tu gagnes ce match contre San Antonio, troisième victoire consécutive, c'est la troisième fois de la saison que tu gagnes 3 matchs de suite, tu n'as jamais réussi à en faire 4, et tu dois aller à Memphis. Et franchement, s'il y a un endroit où tu n'as pas envie d'aller en back-to-back, euh, c'est à Memphis. Parce que les mecs, ils te bousculent, ils te sortent du match mentalement, physiquement, ils te harcèlent, ils sont vraiment, c'est vraiment le pire endroit, parce qu'ils sont vraiment ultra casse-couilles, ils jouent physique, même si Steven Adams n'est pas là, et même s'ils étaient sur une victoire et 8 défaites sur les 9 matchs avant de nous recevoir, c'est le dernier endroit où tu as envie d'aller, Memphis. Et bah, ça s'est confirmé, parce que... alors, DeRozan n'était pas là, mais Caruso revenait. Et donc c'était plaisant, il l'a remplacé dans le 5 de départ d'ailleurs, donc ça c'était une bonne nouvelle. Au final il n'aura pas manqué grand chose, Caruso, avec son souci au pied, et il a d'ailleurs pas mal joué dans ce match-là. Mais ouais, on a morflé à Memphis, c'était très 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 violent. Euh, d'entrée, d'entrée parce que euh, Jaren Jackson Jr. nous a mis une misère pas possible dès les premières possessions. Euh, Tout ce qu'il voulait offensivement, attaquer le cercle, end one, etc., grosse adresse près du cercle, on n'a pas vraiment essayé de l'empêcher d'y aller. Euh, et de l'autre côté, il avait déjà 3 contres après 3 minutes, il a mis des bâches monumentales, il a pris des rebonds dans tous les sens, donc il nous a vraiment mis une misère euh, d'entrée, donc ça c'était assez hardcore, et on était tellement dominé, à un moment on était mené 22-9 après genre 7-8 minutes, on a même essayé Drummond et Vucevic ensemble pendant 1 minute, ce qui évidemment n'a rien donné, et ce qui évidemment n'a pas été prolongé derrière, fort heureusement, mais on a signé un premier quart-temps absolument dégueulasse, on n'avait aucun rythme offensif, on avait peur, ça se voyait, on avait peur de Jaren Jackson Jr., le mec qui est meilleur contreur de la ligue. Il y avait les rumeurs comme quoi ses stats étaient gonflées un peu à domicile. Là, clairement, il nous a mis des bâches dans tous les sens. Donc, il n'y a rien qui était surjoué, qui était gonflé ou quoi. Elles étaient toutes là. Toutes les bâches qu'il a mis, elles étaient toutes là. Et toutes les déviations qu'il a fait. Et plusieurs fois, on allait attaquer le cercle, genre Patrick Williams, etc. On se disait, putain, il y a Jaren Jackson dans le coin, il va nous contrer. Et du coup, on prenait des shoots complètement précipités, pas vraiment, tu vois, euh, serein, quoi. On se disait, putain, il est toujours dans le coin à guetter. Et on a vraiment fait n'importe quoi ce premier quart-temps. On met que 14 points et on perd 8 ballons sur des passes, mais trop prévisibles, trop. Enfin voilà, enfin, qu'est-ce que j'ai dit, 8 passes? Non, 8 ballons perdus, ouais, sur des passes trop prévisibles. Et voilà, quand tu fais 14 points en 12 minutes et 8 ballons perdus, bon bah derrière tu sais que ça va être compliqué. On a quand même trouvé un tout petit peu plus de rythme offensif dans le deuxième quart-temps. On a commencé enfin à rentrer des 3 points, ça aide aussi. Et puis Vucevic en point de fixation, parce que c'est toujours pareil. Vucevic qui avait déjà été énorme la veille face aux Spurs avec encore un double-double. Et après on l'a laissé reposer, il a joué 24 minutes dans ce match-là. Et là sur ce match à Memphis, bah pareil, tu te sers de lui pour un ancrage tête de raquette ou en post-up. Et voilà, le mec, il met quelques points près du cercle, ou il trouve les mecs qui cut. On a trouvé un peu plus de mouvement à ce moment-là du match. Mais tu te dis, ça reste quand même laborieux, surtout qu'on défend toujours pas. On a continué d'être toujours à la traîne défensivement. Les mecs partaient dans notre dos, on n'a rien empêché d'aller jusqu'au cercle. On a pris des drives énormes, Desmond Bane,
Ja Morant, etc. Même si à ce moment-là, il n'était pas encore extrêmement actif. Il a fallu attendre vraiment le troisième quart-temps pour revenir bien. Alors on était bien revenu sur la fin du deuxième quart-temps, hein. On était capable de faire un run intéressant et au final à la pause on n'était pas non plus à la rue, on était à moins 10 points. Mais ça semblait un peu miraculeux. Tu dis, si on est à moins 20 avec les Grizzlies qui mettent leurs 3 points, c'est quand même assez logique. Au final, on est à moins 10 à la pause et on revient bien dans le troisième quart-temps et on en profite bien. Cette fois-ci, on défend beaucoup mieux, on conteste près du cercle, on se sort un peu les doigts, on provoque des pertes de balles, on bloque les drives surtout, ça c'était important. On empêche les Grizzlies d'aller trop près du cercle. On répond aux défis physiques, et ça c'est ce qui nous a vraiment manqué en première mi-temps. On s'est fait bousculer dans tous les sens et on n'a jamais vraiment répondu. Mais là, dans le troisième quart-temps, on y est un peu plus. Et miracle, ou non, logique, c'est là qu'on signe un gros run et qu'on passe même devant dans ce match avec Vucevic encore une fois, des paniers à 3 points, des post-ups, des super passes. On est devant au score. Ja Morant met 4 paniers à 3 points, et c'est les seuls paniers qu'il met dans les 11,59 premières minutes de ce troisième quart-temps, parce qu'on ne lui laisse aucun accès jusqu'au cercle. Et puis il y a cette fin de troisième quart-temps qui est un petit peu étrange avec des décisions arbitrales assez bizarres. Déjà plus tôt dans le troisième quart-temps, il y a un panier à 3 points de Zach LaVine qui est accordé comme 2 points, alors que tu vois que sur le ralenti, qu'il y a à peu près ça d'écart entre son pied et les lignes à 3 points, mais il n'a jamais été modifié. Je ne sais même pas s'il a été vérifié par les refs. Et puis, dans la dernière seconde du troisième quart-temps, donc Caruso est devant Ja Morant. Jaren Jackson Jr. vient faire un écran pour Ja Morant, mais fait faute offensive, bouscule Caruso qui tombe, et Ja Morant se jette dessus, envoie un shoot à 3 points pendant que Caruso le déséquilibre. Alors Caruso il est en train de tomber. Et les arbitres donnent 3 lancers francs. Les Bulls challenge cette décision. Et malgré la vérification vidéo des arbitres, ils maintiennent ce call faute de Caruso. Alors que clairement, Jaren Jackson Jr. balance Caruso sur Ja Morant. Mais bref. 3 lancers pour Ja Morant qui en met 2 de mémoire. On est encore devant pour débuter le troisième quart-temps. Mais derrière, on provoque 2 passages en force. On arrive à faire des bonnes séquences défensives, mais offensivement, on met plus rien parce que Memphis, eux, ont remis l'accent sur le plan défensif. On n'arrive plus à faire un drive. Kobe White vient buter un coup ou deux. Zach LaVine aussi. Euh, et offensivement, on n'arrive plus à rien parce que là, on a totalement arrêté de jouer collectif. Zach LaVine a dit bon, les gars, c'est mon moment. Je vais tout faire. On va arrêter de jouer collectif. Je vais tout faire moi-même. Et ça a été une catastrophe absolue. Celle-ci, elle est pour Zach. Il nous a défoncé. Il nous a défoncé. Dès que. Franchement, il a pris des shoots, mais absolument catastrophiques. Dès qu'on a fait. Enfin, dès que Memphis a fait une prise à 2 sur Zach LaVine, tu pouvais être sûr, il perdait le contrôle de la balle. Derrière, il faisait une passe dégueulasse et il en perdait le ballon. Parce que son ball handling a été absolument immonde. Ou même en 1 contre 1. Parfois, c'était même en 1 contre 1. Tu n'avais même pas besoin de mettre 2 gars sur lui. Je ne sais plus qui était sur lui en défense à ce moment-là, si c'était Brooks, si c'était Clark. Mais on mettait un gars sur lui à 8 mètres du cercle, avec les mains actives, et l'autre, il perdait son dribble, il arrivait plus à rien. Et derrière, il faisait une passe n'importe où, on perdait des ballons. Et ça a été comme ça pendant 3-4 possessions de suite où on a fait mais n'importe quoi. Enfin, en tout cas, Zach LaVine a fait n'importe quoi. Et voilà, en gros, on a abandonné tout jeu collectif. Hero ball de Zach LaVine qui a complètement flingué cette fin de match. Il a totalement perdu le contrôle et derrière, Memphis a eu des contre-attaques où Ja Morant a mis des lay-ups, a signé quelques highlights, a signé des bonnes passes à l'intérieur. Il y a un end-one de Clark qui est une sorte de dagger parce qu'à ce moment-là, ils reprennent 10-12 points d'avance, il reste 3-4 minutes. Et tu sens que dans les têtes, on a flanché parce qu'on n'arrive plus à rien. Plus à rien offensivement, on précipite nos actions. On se dit, bon, là, maintenant, ça y est, on est à 10-12 points de retard. Faut vite qu'on mette des points. Alors, on shoot à 3 points n'importe comment, mais on n'en met pas un. Sur ce match-là, on a shooté à 20% à 3 points. 20% à 3 points, 7 sur 35, c'est absolument ridicule. Enfin,
il n'y a pas qu'à 3 points qu'on a été ridicule, hein. 39% au shoot, 36% au shoot sur ce match. On a loupé énormément de lancers francs, dont Zach LaVine, là encore, hein. Donc lui, vraiment, pour le coup, il nous l'a vraiment mis. Euh, il fait un record en carrière, Zach LaVine, de 17 lancers francs tentés, mais il en a loupé 7 sur les 9 que les Bulls ont loupé dans ce match. Donc c'était absolument dégueulasse. Et dont en plus une bonne partie sur la fin de match. Donc c'était franchement immonde. Euh, donc voilà, tu perds de 15 points à Memphis de manière très logique avec un deuxième quart-temps dans ce match où tu n'inscris que 14 points. Premier quart-temps, 14 points inscrits. Quatrième quart-temps, 14 points inscrits. Donc ouais, il y a eu une belle réaction dans le deuxième et troisième quart-temps en termes de matcher leur intensité, leur physique, répondre aux défis physiques. Et derrière, on a totalement craqué sur la fin de match, quoi. Donc, finale défaite logique. Tu redescends à 26-28, donc tu es à deux matchs des 50% de victoire. Alors que si tu gagnes ce match à Memphis, tu repasses devant Atlanta au classement et tu prends la 8e place de l'Est. Mais évidemment, bah voilà, sans DeRozan et même avec DeRozan, aller à Memphis en back-to-back, vu leur jeu physique et tout, c'est toujours galère. Donc au final, bah, c'est une défaite logique. Et bah, ça débute pas très bien le road trip parce que maintenant on a Brooklyn et Cleveland aussi à l'extérieur sur le reste de la semaine. Donc pas évident du tout, même si en plus là, les Nets, il y a leur. J'ai paumé son nom, Cam Thomas. Cam Thomas qui a joué 3 matchs de suite à plus de 40 points en sortie de banc là. Enfin, où il était titulaire, je sais plus. 3 matchs de suite à plus de 40 points, alors qu'il jouait quasiment pas du tout avant ça. Donc va falloir être euh, très concentré sur ce gars-là parce qu'il est capable de nous mettre une pilule monumentale si on fait pas attention à lui. Alors que c'est peut-être il y a encore quelques jours de ça, c'était peut-être le 8e, 9e gars de la rotation. Donc si c'est pas plus que ça. Donc bref, ça reste au final un back-to-back logique. Tu bats une équipe d'OB qui tank, tu perds face à une grosse équipe du haut du classement de l'Ouest. Donc voilà, mais c'est vrai que la manière à Memphis aurait pu être plus solide, même si bah voilà, sans DeRozan, etc., tu pouvais difficilement imaginer bien mieux que ça quand même. Euh, Maintenant, voilà, on va surveiller la trade deadline, on va regarder un peu s'il y a du nouveau, mais apparemment pas grand-chose, non, là pour l'instant, non, 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 non. Non, toujours rien. Donc, il reste un peu de temps. Et puis, si ça se trouve, d'ici que je mette cette vidéo en ligne, il se sera passé quelque chose. On va évidemment surveiller un petit peu ça. Il y a eu quand même, euh, quand, euh, quand DeRozan était annoncé absent sur blessure, tu te dis, tiens, est-ce qu'ils le mettent pas de côté des fois qu'il y a un trade ou quoi? Mais bon, apparemment non. Et il est listé incertain pour le match de ce soir à Brooklyn. Match qui a lieu après la deadline, hein. Parce que la deadline de mémoire en France est à 22h et les Bulls jouent à 2h du matin. Donc, ou non, 1h30 1h30, je sais plus. Mais bref, ce sera après la deadline quoi qu'il arrive. Donc, euh, je pense pas que DeRozan va partir. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je pense que il va pas se passer grand chose si il se passe quelque chose pour nous. Je pense qu'on va garder Zach LaVine, on va garder Vucevic, Kobe White, Caruso, Drummond, etc. Tous ces mecs-là seront encore là. Mais bon, va savoir, ça se trouve, hein, je te fais la prochaine vidéo en parlant du match des Nets et en commençant par il s'est passé ça à la deadline. Euh, on sait pas. Mais bon, en attendant, on disait que DeRozan était incertain pour le match de ce soir. Ça donne l'occasion de faire un petit point infirmerie aussi. Avec Javonte Green qui a été opéré il y a 3 semaines maintenant, quasiment un mois même, parce que c'était le 12 janvier de mémoire. Et là bah, maintenant on est le 9 février, donc ça fait 4 bonnes semaines maintenant. On avait dit qu'il nous donnerait des news après 2 semaines à peu près. Bon bah là les seules news qu'on a eues c'est qu'il fait du vélo, mais qu'il n'est pas encore autorisé à courir, donc il n'y a pas vraiment de date de retour annoncée. D'ailleurs, Billy Donovan nous dit oui, Javonte Green, il est dans les temps. Dans les temps de quoi? On nous a rien dit. Dans les temps de quoi tu parles? On nous a donné aucune date de retour, aucune période à peu près estimée, genre 4-6 semaines d'absence ou quoi. Il est dans les temps de quoi?
dis-nous quelque chose là, parce que là, ça veut rien dire. Déjà qu'après le match contre San Antonio, on lui parle du match de Drummond et il dit qu'il veut continuer à essayer Derrick Jones Jr. poste 5 suivant les match-ups. Arrête. Il a fait des bonnes choses, Derrick Jones Jr., mais bon, si tu peux mettre Drummond, come on, mets Drummond, parce que là, franchement, faut arrêter. Bref, on n'a pas de trad, hein, non, je vais vérifier quand même, là, non, il se passe rien, toujours rien, pas de tweet de Shams, pas de tweet de... Non. Ah, je voulais quand même euh, noter un dernier petit truc avant de finir cette vidéo. Euh, je voulais qu'on parlait vite fait de Carlik Jones Jr. parce que notre two-way contract des Windy City Bulls a été sélectionné pour le Next Up Games de la G-League, ce qui est une sorte de All-Star Game de la G-League qui aura lieu avant le All-Star Game NBA, donc le même jour, mais genre enlevé de rideau un petit peu. Et donc il est parmi les joueurs retenus pour ce match-là. Et c'est franchement mérité parce qu'il est ni plus ni moins que le meilleur scoreur de la G-League à l'heure actuelle, Carlik Jones Jr. avec 26,8 points par match, à 55% au shoot, plus de 44% à 3 points, pratiquement 45% à 3 points. Le tout avec 7 passes décisives par match. Il a fait un match à 40 points le week-end dernier. Plus tôt dans la saison, il en a fait un autre à 46. Donc là, le meneur de poche des Windy City Bulls survole la G-League. Et franchement, c'est un joueur qui me plaît beaucoup à chaque fois que je regarde un peu la G-League, que ce soit des highlights ou des matchs complets. Il est énorme, il est vraiment excellent organisateur, il donne des super ballons, que ce soit sur pick and roll avec Marco Simonovic ou drive and kick, enfin voilà, il est capable de donner les ballons euh, de différentes façons, il est capable d'organiser, de créer, etc. Donc il fait vraiment de très 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 belles choses en G-League et il faut le souligner parce que voilà, ça peut être un joueur intéressant pour la suite. J'aimerais bien, j'en discutais sur Twitter, je sais plus avec qui, Phénoméno je crois, si jamais t'es là, hein. Bonjour à toi, avec qui on disait que voilà, c'était peut-être un joueur qui va être courtisé par d'autres équipes qui voient ce qu'ils font en G-League. Et si on lui propose un autre two-way l'année prochaine, il va peut-être vouloir aller ailleurs. Donc si on veut le garder, il faudrait peut-être, bah, je sais pas, genre dégager Tony Bradley et lui filer son contrat dans le 15e spot du roster. Ça pourrait éventuellement être une solution parce que sinon il va nous filer sous le nez et je pense qu'il y a quand même moyen que ce gars-là obtienne des minutes dans un roster NBA. Alors voilà, il va pas devenir titulaire ou quoi, ça va pas être une prochaine superstar ou quoi, mais ça peut être un joueur intéressant dans une rotation, sachant qu'on n'a pas de meneur. Ma foi, ça peut éventuellement être quelque chose à considérer. En tout cas, il fait de grosses choses en G-League. Si vous avez l'occasion de voir des replays des Windy City Bulls, ça peut être, c'est toujours intéressant. Et puis là, tous les lundis, je mets le baromètre des Bulls en ligne. Et dans le dernier article, j'ai mis justement une vidéo highlight de ces 40 points du week-end. Donc, et il avait fait 8 sur 9 à 3 points sur ce match-là aussi. Donc voilà, il fallait en parler. Je voulais parler de ce joueur parce que je trouve qu'il est, il est intéressant dans son profil, dans ses qualités, parce que c'est des trucs qui nous manquent aussi. Excellent shooter, excellent organisateur. Donc je dis pas que là, maintenant, il faut qu'il intègre la rotation, qu'il soit notre meneur backup, parce que voilà, il y a énormément de monde à l'arrière. Hein. Dalen Terry joue très peu. Il y a Caruso, il y a Kobe, il y a Ayo, etc. Mais genre en fin de saison, si on veut faire reposer nos gars, si jamais on... Dans plusieurs scénarios, si on est à la rue pour les playoffs et qu'on lâche la fin de saison, si on est qualifié et que sur le dernier match, il n'y a plus rien à jouer au terme de classement et qu'on veut faire tourner nos gars, les faire reposer, je pense que donner du temps de jeu à Carlik Jones Jr., ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Mais bon, on n'en est pas là. Là, on est même pas à la mi-février. Il y a encore la deadline qui arrive. Il y a la coupure All-Star dans une semaine. Donc d'ici là, on est à Brooklyn ce soir, on est à Cleveland samedi soir. Lundi soir, on reçoit Orlando. Ensuite, on va à Indiana mercredi soir. Et jeudi soir, on reçoit Milwaukee pour le dernier match avant la coupure. Donc il y a encore du lourd qui nous attend. Donc on a loupé une occasion de revenir au bilan équilibré. Mais on a encore 5 matchs pour essayer de le faire avant le All-Star Game. Pas facile, parce que y a du lourd. Mais voilà, ça va être un objectif. Essayer de se placer au mieux pour ensuite entamer une dynamique intéressante pour la suite de la saison. Donc d'ici, je pense que la prochaine vidéo, ce sera après le match à Brooklyn. À moins que je laisse Cleveland avec. Non, enfin, on va voir, mais enfin, très prochainement. Et puis de toute façon, s'il se passe quelque chose à la deadline, on va en parler aussi sur Twitter et en vidéo. Donc d'ici la prochaine vidéo,
portez-vous bien, on se retrouve très très vite. Ciao, go Bulls.